Bonjour à tous pour ce nouveau numéro du Parc et au-delà avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business et Paris United. On va revenir sur l'actualité de la semaine et on va tous les deux aborder finalement les questions qui nous ont paru les plus pertinentes. Et contrairement à l'accoutumée, on ne va pas parler du PSG directement, mais on va parler de notre ennemi préféré. Le club, depuis déjà quelques jours, est au centre de l'attention. Les rumeurs de rachat se multiplient. On a vu passer énormément d'informations sur une hypothétique et très honnêtement fort improbable offre saoudienne. On a aussi entendu parler d'investisseurs asiatiques, américains. En tout cas, aujourd'hui, en l'état actuel, malgré les dénégations de Jacques-Henri Hérault et de Franck Marcourt, l'Olympique de Marseille reste une opportunité et sa vente serait véritablement quelque chose qui pourrait être un dynamiseur pour le championnat de France et donc pour nous en tant que club parisien. Avoir une adversité redoutable, c'est quand même le meilleur moyen pour vendre un spectacle sportif de qualité. C'est aussi pour nous l'occasion véritablement de nous jauger face à des adversaires qu'on rencontrerait en Ligue des Champions. Et puis l'autre intérêt, c'est pour le championnat de France dans sa totalité, c'est que l'Olympique de Marseille, en étant concurrentiel, avec un marché des transferts bien senti en vue de leur prochaine Ligue des Champions, permettrait d'accroître le ranking UEFA de la Ligue 1 et donc favoriserait finalement la compétitivité de notre championnat. Et donc de fait, la capacité pour Paris d'être à la hauteur des exigences des plus grandes compétitions. Et pour nous, c'est simple, c'est le dernier carré de Ligue des Champions. Oui, Jean-Baptiste, le rachat de l'OM, ça serait une belle opportunité pour un investisseur qui en aurait les moyens parce que le club est qualifié en Champions League. Se qualifier en Champions League dans les différents championnats, c'est compliqué, ça peut être très onéreux. Là, ça peut être une bonne opération au niveau de l'achat parce que le club est en difficulté économique avec un passif assez important aujourd'hui. Le club est qualifié en Champions League, donc il y a une vraie opportunité, un vrai levier d'attractivité. Et en plus, on est sur l'année du contrat Mediapro. Et donc, même avec les difficultés du moment, ça peut être un moment où l'investisseur pourrait amortir une partie de la somme à débourser. Donc voilà, ça c'est pour la partie du club. Et en plus, ça serait une très bonne nouvelle pour la Ligue 1. Pourquoi ? Parce que là où tous nos championnats voisins ont 2 ou 3 locomotives depuis toujours, même les Pays-Bas, PSV, Feyenoord, Ajax, si je prends le Portugal aussi, entre le Porto, Benfica et le Sporting, l'Espagne bien évidemment, il y a le Barça, le Real, mais l'Atlético. L'Italie, on ne cesse de parler de la Juve, de l'Inter, du Milan, de la Lazio, de la Roma. L'Angleterre, comptez le nombre de clubs importants, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham. Donc voilà, le problème du football français depuis très longtemps, c'est d'avoir que 3 locomotives, mais jamais 2 en même temps. C'est-à-dire qu'on a eu les années tapis, on a eu les années après PSG Canal, on a eu les années Aulas à Lyon. Et là, on a de nouveau les années du PSG version QSI, mais à chaque fois, ces clubs-là ont été en solo. Ils n'ont pas eu d'adversaire en face. Et donc, c'est très important d'un point de vue sportif, mais c'est aussi très important d'un point de vue marketing pour se développer à l'international. Si on veut vendre la Ligue 1 à l'international et il n'y a qu'un match important pour les médias des différents pays, c'est un problème. Et puis dernière chose, je ne sais pas si ça se fera ou pas donc avec les Saoudiens, mais si ça venait à se faire entre Arabie Saoudite et Qatar, ça sera très intéressant de voir les commentaires, parce que jusqu'ici, le Qatar a été très visé, pour pas dire attaqué dans certains médias. Ça sera intéressant de voir s'ils prennent les mêmes positions par rapport à l'Arabie Saoudite. Alors le fait marquant de la semaine pour moi est bien évidemment la reprise de la Bundesliga. La Bundesliga qui a repris va donc sauver à peu près 300 millions d'euros sur les droits télé, mais aussi 200 à 250 millions d'euros sur la partie du sponsoring. Alors, en gros, elle va sauver 500 millions d'euros là où la France perd 400 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est quasiment au milliard d'écart entre nos 2 championnats. On a vu du football. Alors, sans ambiance bien évidemment, mais on a vu, quand on voit le but de Haaland, on voit une vraie belle action et un vrai beau but. Donc ça veut dire que ça joue, certes, c'est frustrant, mais
La vie actuellement est frustrante avec tout ce que l'on peut voir dans les rues, etc. Donc, il y a du vrai football. Il y a eu aussi un respect des consignes sur le terrain et en dehors du terrain par les joueurs, mais aussi par les supporters. Ça me semble très intéressant. Et puis, autre point finalement, c'est que ces supporters-là, ils ont pu vivre ce moment-là dans des bars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Allemagne, on a pu mettre en place des processus, que la population a pu les respecter, et que si on veut reprendre le football en Italie et en Espagne, il va falloir faire la même chose. C'est-à-dire que les Italiens, on pouvait douter de leur capacité à respecter le confinement, le déconfinement, le respectent visiblement très bien aujourd'hui. Ils vont chercher à rouvrir leur tourisme, les restaurants, les bars. On se demande pourquoi on ne l'a pas fait, pourquoi on n'a pas regardé comment les autres font pour le faire. En tout cas, il y a un vrai sujet et une vraie approche culturelle différente, c'est-à-dire que il faut distinguer le sport de haut niveau et le sport professionnel. Le sport de haut niveau, c'est dicté par la performance. Un sportif de haut niveau est dans la hiérarchie mondiale grâce à ses performances, mais pas nécessairement grâce à son économie. Alors que le sportif professionnel, lui, est là grâce à l'économie qu'il y a autour de lui. Un sportif professionnel de Ligue 2, par exemple, dans la hiérarchie des footballeurs, est très loin dans le monde. En revanche, il est bien payé tous les mois grâce à l'économie du football. Et cette économie-là, elle est comparable à l'économie du tourisme ou de la restauration. Elle est aujourd'hui en grand péril et il faut la soutenir. La décision qui a été prise par les Allemands, la décision qui est prise en Italie, la décision qui est prise en Espagne vise à cela. On peut s'interroger, nous, sur la place que l'on donne en France au professionnalisme. Comme le disait justement Vincent, la question de la place du sport professionnel en France et de son économie se pose. On le voit avec la reprise de la Bundesliga. Aujourd'hui, on est tous très contents de voir du foot, quand bien même ce serait à huis clos. Le match de Dortmund était absolument passionnant, et puis ça va être encore le cas avec les matchs qui vont suivre. On aimerait voir ça en France, et on peut se poser une question. Est-ce que la France n'a pas été trop rapide à finalement arrêter ses championnats? Est-ce que ça pose pas un problème de représentation de nos clubs professionnels auprès des différentes autorités politiques nationales? Quand on voit par exemple que les courses hippiques ont été en capacité de reprendre, on voit que le poids finalement de cette économie du football est finalement minoré par rapport à d'autres économies tournant autour du sport. Et là, on peut se poser une autre question aussi. C'est si le foot professionnel en France est faible d'un point de vue politique, en tout cas a pâti de ces divisions. Il suffit de regarder ce qu'on a pu en lire dans la presse. Ces présidents qui font du lobbying, ou les uns et les autres qui cherchent à valoriser leur sort personnel et celui de leur club, à défaut de penser à la réussite globale de l'économie du foot français. Donc en dehors de cette division et de cette incapacité à se faire entendre, il y a une autre chose qu'il y a à considérer. C'est qu'avec la reprise de la Bundesliga, la possibilité de voir la Serie A reprendre, et puis l'incertitude qui règne en Première Ligue, c'est que c'est la Ligue 1 qui risque d'en pâtir, et plus sûrement, à l'échelle des ligues européennes, on apparaît aussi comme une ligue faible, et on risque d'en finalement payer le prix, à la fois en termes de compétitivité sportive, de compétitivité économique, Vincent l'a rappelé, mais aussi en termes de rapport de force à l'intérieur de l'UEFA. C'est-à-dire qu'on était déjà le 5e championnat du fameux Big Five européen. On va s'éloigner de plus en plus des 4 premiers. Et si tous les autres prennent, alors que nous ne le faisons pas, eh ben on aura malheureusement donné raison aux présidents qui se plaignent, parfois maladroitement, je pense à Jean-Michel Aulas. Et on regrettera tous de ne pas avoir pu profiter de nos équipes, surtout avec la Ligue des Champions qui se profile. On regrettera peut-être, notamment nous Parisiens, de ne pas avoir une équipe suffisamment préparée pour affronter finalement la suite de la compétition. Attendons de voir ce qu'il en est. On vous remercie d'être là aujourd'hui, d'avoir passé du temps avec nous pour le Parquet Au-delà. Et puis on vous donne rendez-vous avec Vincent la semaine prochaine avec Paris United et l'Observateur du Sport Business. Merci et bon match.